Bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, on aura un sujet un peu plus léger, un peu qui va traiter un peu de certaines dynamiques un peu que vous pouvez voir un peu dans l'industrie, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo que ci-dessous. Et pourquoi c'est vrai, ça m'a inspiré par une discussion que j'ai eue hier avec un des membres familiaux que j'ai, qui justement postait une story pour qui ne comprenait pas sur la sexualisation de Beyoncé actuelle. Pourquoi elle se sexualise comme ça, comme les jeunes filles, alors qu'elle a 40 ans, nanana, nanana, blablabla. Déjà, je dirais à cet individu, on a eu une longue discussion et c'était très intéressant. On a eu une petite discussion du matin et c'était très intéressant un peu parce que j'aimerais le faire comprendre un peu sur certains trucs, comment dire un peu, certains trucs que les gens ne remarquent pas très vite, parce que moi, je m'estime que je suis un étudiant de la pop culture américaine, musicale et tout, donc je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié ces trucs-là, pas, que ça soit même des histoires de la pop culture, potin, trucs et autres, même si j'aime pas trop en parler, parce que je veux pas trop réduire ça à ça, mais dans ces trucs-là, on peut comprendre un peu les dynamiques un peu sociales d'un milieu huppé, en fait. Comme ça te permet dans la vie de savoir gérer ça un peu. De savoir gérer ça un peu dans la vie, dans ta vie privée, quoi. Si tu as atteint ces cercles. Et Beyoncé, qui est une jeune femme timide, qui n'a pas toujours eu d'identité, comme toute femme qui arrive à 40 ans, 40 ans est l'âge où la femme devient beaucoup plus mature sexuellement, on va dire. Elle a un peu atteint ce truc-là. Et je pense que sur ce plan-là, comme vous l'avez vu un peu dans Will Smith et Jada Pinkett, il y a des hommes, Will Smith et Jada Pinkett, les hommes de grosses ressources et de certains statuts n'ont pas souvent le temps. Et je ne pense pas que quand on voit le mal Jay-Z, il soit un Rocco Siffredi. C'est juste mon impression et autres et tout, parce qu'en tant que danseur aussi, parce que je suis danseur dans la vraie vie aussi, je suis professeur de danse, je sais ce que c'est les langages corporels, je sais ce que c'est les sex appeal qu'une femme peut réagir sur toi naturellement sans les artifices de statut, comme vous le voyez sur cette photo-là. Je sais ce que c'est quand une femme le ressent pour toi. Les statuts et les trucs pour procurer aussi comment on appelle ça, un thrilling pour une femme, mais il y a des hommes qui ont réussi à développer ça sans avoir besoin vraiment des artifices un peu de statut, voiture, argent et autres. Voilà. Ce que les Jay-Z ne sont absolument pas. Jay-Z n'est pas du tout un homme qui a du sex appeal. Je dis pas qu'il n'est pas ou laid ou quelque chose comme ça, c'est pas le sex appeal, n'a rien à voir avec la beauté. Le sex appeal, c'est l'énergie que tu dégages. Je vais prendre un exemple un peu, vous voyez un gars comme Vincent Cassel. Vincent Cassel a du sex appeal. Il n'est pas forcément un homme beau par le visage, mais il a un sex appeal, il a un regard, il a quelque chose qui magnétise. Une femme, elle est magnétisée quand elle voit un mec comme ça. Il a un regard et autres. Pas pour rien qu'il arrive toujours à avoir les toutes fameux jusqu'à aujourd'hui. C'est pas juste le statut qui lui envoie ça, c'est le sex appeal qui dégage. Il dégage un sex appeal. C'est pour ça même, d'ailleurs même, les gens ne le savent pas, c'est un incroyable danseur comme son père. C'est pour ça que je dirais souvent les hommes, ils devraient apprendre à danser parce que quand tu apprends à danser, tu apprends à développer du sex appeal. C'est pas un truc débile. Après, quand vous voyez les mecs, quand ils commencent à choper les femmes, vous venez nous emmerder, nous emmerder en pleine soirée. Viens me montrer, viens me montrer, viens me montrer. Alors que vous vous intéressez pas à la danse par la licence, vous venez nous emmerder là et tout là. J'ai encore eu ça même encore ce samedi là, où dès que j'étais en train de danser, on m'a vu avec deux, trois personnes là. Tout à coup, tous les mecs sont venus me demander, oui, apprends-moi ce pas. C'est toujours comme ça qu'il faut. Alors que quand il faut venir dans les cours, ma clientèle, je vais avouer, ma clientèle, elle est largement féminine. Là, les clients, j'ai que des clientes. Je n'ai pas de clients. J'ai des clientes. Dans mon truc de professeur de danse, j'ai majoritairement que des clientes. Ce qui me fait chier, c'est que quand tu proposes ça aux gars, les gars ne sont pas trucs. Jusqu'au jour où ils te voient avec je ne sais combien de femmes avec toi. Et là, tout à coup, ah, bref, ce qui me vient à dire encore sur l'histoire de Beyoncé, c'est que Beyoncé, justement,
comme je l'ai expliqué, le Zozo de Wannabe Basquiat n'a pas le temps. N'a pas le temps, et autres et tout. Donc, il y a des toy boys de substitution. L'un des premiers que je pense qu'il est là, vous allez attendre peut-être dans 10 ans, 20 ans, avant que ça ne sorte, mais je vous le dis de suite, c'est ce monsieur que vous voyez là. J'en ai fait une référence même dans le truc de Whitney Houston, si vous voulez. Tonton Julius est le remplaçant du tatami sur le tatami de notre ami Wannabe Basquiat. Le langage corporel le montre. Ça fait des années qu'il est là, ce monsieur-là. C'est littéralement la réincarnation de Kevin Costner quand tu connais un peu son histoire. Parle 6 langues à une société de trucs de sécurité très truc et il est physiquement attirant. Quand tu te mets dans le truc grand, beau, fort et regardez le langage corporel de Beyoncé quand elle est avec ce monsieur. Est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça avec Jay-Z? Est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça? Il y a une très grande différence entre une femme qui est toi, qui a une posture un peu correcte pour te bien te représenter, et une femme qui naturellement se sent protégée. Parce que, comme on sait, une femme, ce qu'elle cherche avant tout, derrière les hommes, soi-disant de pouvoir ou les muscles, c'est sentir un homme qui la protège. Parfois, la protection peut être financière, parfois, la protection peut être physique. Qu'est-ce que vous voyez là chez le coco là? Des photos là. Vous avez déjà vu, regardez le sourire que Beyoncé a ici. J'ai jamais vu sourire comme ça. C'est un sourire naturel. C'est pas forcé. C'est pas ces sourires forcés là que, là c'est naturel. Elle est même comme une petite enfant. Ça c'est, il est le premier, il est sûrement le premier titulaire du tatami. Vous avez bien compris ce que je veux dire par tatami. J'essaie de me censurer sur YouTube. Il est le premier coco qui l'a en train de remplacer notre gars là, comme bien vous le voyez sur la photo avec notre Wannabe Basquiat là, il n'a pas le choix. Tant que ils ont une sorte de, comment on appelle ça, de règle, de contrat entre les deux pour dire que bon, on a cette image à gérer, on a ces trucs là-bas, tant que tu ne me manques pas de respect à l'extérieur, bon, voilà quoi. Et moi aussi j'étais trompé dans le truc, je pense que bon, c'est fair game, je n'ai pas le choix. Je n'ai qu'à accepter la situation avec ces cocos-là. Deuxième partie, je pense aussi que maman Beyoncé, il y a quelque chose qui est là avec nos fameux twins. Les twins, Larry et Laurent Bourgeois. Qui sont des légendes maintenant. Je pourrais dire que ce sont des légendes maintenant de l'univers de la danse contemporaine hip-hop. Hein. Ce gars-là... littéralement, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'on les voit même dans le show business. Ils ont apporté un style, un truc, et je vois vraiment ce que Beyoncé et tout a vu chez ces mecs-là. Même moi, quand je les vois avant qu'ils ne s'y même si Beyoncé, les vidéos qui les ont rendus populaires, non, c'est vraiment des génies. En plus d'être des belles gueules. Quand je vois un peu les personnages, la première surprise, c'est d'avoir vu dernièrement dans les interviews de ces personnages-là, la rumeur ou bien le truc que ce sont des gars qui ont apparemment 37 enfants dehors. Apparemment, c'est des mecs qui font du sale. Donc, s'ils font du sale comme ça dans leur vie privée, qu'est-ce que ça doit être dans l'industrie du disque et l'industrie du divertissement américain là? J'ai l'impression que ce sont des toy boys de l'industrie. Ils sont entrés dans le cercle de l'industrie. Et le truc qui me fait toujours avoir très peur, pas très peur, mais qui me fait même encore tiquer, comment ils ont signé un contrat à vie à Beyoncé. C'est la première fois que j'entends ça. Ils ont signé un contrat à vie avec cette femme. Et pendant longtemps, ils ont laissé un peu échapper ça dans une interview. Ils sont vécus dans la famille de Jay-Z et de Beyoncé. Ils ont vécu là-bas dans la famille. Ils ont suité ça dans une interview française là que j'avais vue dernièrement. Ils ont vécu avec eux. Ces gars-là, pourquoi tu sois proche avec eux comme ça là? Normalement, je n'ai pas des histoires de chorégraphes, trucs particuliers qui ont été proches avec Beyoncé là. C'est que non. C'est les toy boys. Littéralement, on nous dit, littéralement, c'est ça. Ce sont les toy boys de maman Beyoncé. Regardez comment elle est à l'aise là, assis sur les deux là. Beyoncé, Jay-Z n'aimait jamais des gars qui
s'approche trop loin de Beyoncé. Rappelez-vous l'histoire avec Sean Paul là. Rappelez-vous l'histoire de Sean Paul et Beyoncé là, ce qui s'est passé. Où ça faisait les trucs même dans les concerts. Mais pourquoi là maintenant Jay-Z est là? Il accepte ça là. C'est sûr qu'il y a un contrat depuis quelques années de dire que moi mon ami je fais ce que je veux, je fais le truc que je veux. Et moi je vous dis, c'est sûrement les remplaçants du tatami actuel avec Maman Beyoncé. Manière dont elle s'assoit là, très à l'aise, très truc, le truc avec les deux, elle a deux pour le prix d'eau. Et en plus, les gars là ne sont pas moches comme des balais. Et plus ils savent danser, ils ont du sex appeal. Hein? Métis, beau, sex appeal. Et ils ont vécu pendant de longues années dans la famille Beyoncé, Jay-Z. Ils ont vécu dans cette famille-là. Vécu tous les jours dont ils se levaient matin, ils prennent le déjeuner et autres et tout. Qu'est-ce qui se passait? Vous voyez que qu'est-ce qui se passe là-bas? On vous dit, et autres, c'est comme quand on voyait Auguste Alsina, on disait il vivait avec la famille. Vous vous rappelez pas quand on voyait Auguste Alsina, il apparaissait même dans le Red Table Talk, il vivait avec la famille. Il était devenu comme un enfant de la famille. Donc vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait vraiment. Donc vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe dans cette fucking industrie-là. Vous ne comprenez, les codes sont clairs. Et je ne peux pas leur en vouloir, hein, Beyoncé. Elle a le Wannabe Basket est déjà vieux. Je peux comprendre. Gérer un peu le business, un peu de la marque que vous avez créé. Mais je peux pas t'en vouloir. Je pense pas que c'est ce gars-là. Bon, il a d'autres qualités, mais pas sur ça. On va pas trop développer ici, mais je pense que je pense que c'est vraiment pas la situation là. Donc, il y a Tonton Julius et il y a ces deux mecs là. Harry et Laurent. Il y a trop de trucs qui ont l'air bizarres. Trop de trucs bizarres. Et ça me vient penser au tout sur un peu les toy boys un peu de l'industrie. Il y a toujours eu des toy boys dans l'industrie. Toujours des toy boys, vous savez ce que je veux dire par là. Comme le film de Ashton Kutcher, il y en a toujours eu. Et je vais même vous dire un peu dans ma vie, un peu, je sais ce que c'est. Pourquoi je parle avec autant d'insistance? Un peu dans la vie, j'ai ça un peu ce que c'est d'avoir côtoyé des personnes et des femmes un peu plus huppées que moi. Qui vient me truc, je sais un peu cette position-là, je la connais très bien. Je la connais très bien. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Sans vouloir trop développer, mais je sais très bien ce que c'est d'être dans cette position-là. La position de Larry Laurent Bourgeois, là, je connais cette position-là. Je parle pas forcément de la position de la vidéo, hein, bon, mais quoique. Mais je parle de la position dans laquelle ils sont là. Je sais ce que c'est. Je connais ça. Je veux pas trop développer sur ma vie, mais même ma vie un peu actuelle, je sais ce que c'est d'être truc là. C'est pour ça que je vous en parle et que j'essaie de vous révéler 2 ou 3 trucs là en disant que vous ne voyez pas le toy boyisme qui se passe en ce moment-là. C'est depuis des années. Ça dure depuis 10 ans avec les boys là. Même s'ils font leur vie à part, ils servent aussi à ça. Ils ne servent pas juste à danser là. C'est pas juste les gars de danser. Leur contrat n'est pas seulement sur la danse. Leur contrat est encore, c'est encore explosé. Contrat à vie. Ça vous fait pas peur, ça. Qu'est-ce que tu vas signer un contrat à vie? Donc jusqu'à vie, tu vas être avec cette femme. Ça veut dire que non, vous avez un lien. Familial même. Tu fais partie de la famille. Et pourquoi vous faites partie de la famille? Parce que vous devez remplacer Wannabe Basquiat sur deux, trois désagréments qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il est milliardaire, il a déjà de l'âge et il n'a plus le temps pour ça. C'est à ça aussi qu'ils servent. Il y a des toy boys, il y en a toujours eu. Et je vais prendre encore un autre exemple dans l'histoire de l'industrie. Jackie Long. Vous vous rappelez de ce mec-là? L'acteur là. Soi-disant acteur d'ailleurs. Il avait du film ETL. Lui, il a toutes les rumeurs, les trucs. C'était l'ancien copain de Serena. Lui, il passait partout. Tous vos stars noirs là. Il a fait le grand chien, le mec.
Parce que oui, c'était une belle gueule. Il y a des gars comme ça dans l'industrie qui restent dans l'industrie comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Reggie, à un moment donné, était aussi un peu comme ça, là. Le truc qu'il avait avec Whitney Houston, c'était ça. Son amitié bizarre avec Whitney Houston, là, c'était ça. Ils sont là, ils vous font les trucs, tout est exposé, mais personne ne se rend compte que, mais il y a du désordre, là. Vous voyez comment le truc d'Auguste Assina avec Jada Pinkett, c'était exposé, mais personne faisait genre. C'était juste exposé. Comme on dit pour mieux se cacher, exposons. C'était exposé comme ça devant nos yeux. Tous les trucs le montraient. Personne n'a capté. Après, quand ça sort, c'est dit, ah, mais qu'est-ce que c'est ce scandale-là? Les Toy Boys, ça existe depuis la nuit des temps dans l'industrie. Quand tu regardes même l'histoire de Casanova ou tout, c'est la nuit des temps, ça. Il y a toujours des gars comme ça qui sont qui font un peu du sale, là. Toujours. Parce qu'il y a des femmes mondaines qui s'ennuient. Il y a des femmes mondaines, parce que l'argent et la mondanité, à un moment donné, le gimmick un peu qui est dangereux avec ça, c'est quand tu t'embourgeoises trop et que tu t'ennuies. Je dis pas que c'est pareil, vaut mieux être pauvre et non, je dis, à un moment donné, le pire quand tu as trop d'argent et que tu as trop de mondanité pour avoir traîné un peu avec des gens mondains aussi dans la vie, des gens excessivement mondains qui ont d'autres codes complètement différents des codes les codes sont différents. Dès que tu traînes avec un peu des gens turcs, il y a des codes qui sont complètement différents. Bah, tu t'ennuies et tu crées des choses qui pourront t'apporter une excitation particulière. C'est logique. Tu es Beyoncé, tu es la reine du monde. Tous les jours, tu te lèves le matin, il y a des gens qui crient sur toi. Ça ennuie. On vient, on se lève la main, ouais, Beyoncé, tu es la reine, ouais, Beyoncé, tu pourrais que c'est tout le temps plaisant d'entendre tout le temps les gens te dire que tu es le roi et autres et tout. T'as l'impression que tout le monde sont des carpettes devant toi. C'est pour ça que je prône toujours le fait de traiter les gens normalement. Vous marquez plus leurs esprits quand vous les traitez normalement que comme des groupies. C'est pour ça que justement, j'arrive à traîner avec des gens même de mon statut largement truc dans ma vie personnelle. Parce que je les parle normalement et ils se rendent compte que, merde, en plus, il a cette culture, ces bagous, ce truc, ce qui fait qu'ils sont encore 2 fois plus impressionnés. Ils sont pas là en train de se dire, ouais, je suis là en train d'être leur carpette. C'est des conneries, ça. C'est pour ça que ces gens-là s'ennuient. Regardez le gars que vous avez vu là apparaître là, la communauté l'a vu apparaître un peu parce qu'il ne savait pas encore. Gars. Pete Davidson, pour moi je l'appelle le champion, ça. Pour moi, Pete Davidson, lui, c'est un maître. C'est un maître. Ça, lui, chapeau. Tu montres la voie du syndicat. Ce mec-là, regardez toutes les célébrités qu'il a côtoyées. Regardez Ariana Grande sur cette photo avec lui. Ce mec a tellement le jutsu, il est tellement bon dans sa manière de se comporter avec ces personnes-là, que c'est pour ça qu'elle vient de tuer. Parce que je me rappelle un peu de ça, même si, voilà, la vidéo, tu avais posté une story, mais qu'est-ce que Kanye West, qu'est-ce que cette femme-là, Kim Kardashian, a vu sur le Pete Davidson? Mais elle vous l'a dit. Tu n'as pas vu la vidéo si je te ressors la vidéo là. Okay. You guys have stalked me long enough. I'll finally answer you. So this is how it went down with Pete. I did SNL, and then when we kissed in scene, it was just a vibe. And I was like, oh, maybe I just need to try something different. But Pete does not come to my after party. Everyone was at my after party. Does not give me the time of day. So a few days later, I called the producer at SNL and I was like, hey, do you have Pete's number? And they were like, yeah. And I text him. I wasn't even thinking like, oh my God, I'm going to be in a relationship with him. I was just thinking like, heard about this BDE, need to get out there. Like I need to just like jumpstart I was just basically DTF. Mais tout est exposé, ils vous disent. Je sais pas pourquoi parfois, elle a dit BDE, Big Dick Energy.
Énergie, Big Dick Energy, elle était DTF, down to fuck. Le mec a une réputation sur ça. Et déjà même, vous voyez déjà ce que je vous disais, il ne l'a pas calculé. Aussi Kim Kardashian qu'elle l'est, lui qui est Pete Davidson, simple humoriste, il ne l'a pas calculé. Tout le monde est venu à l'after party et autres et tous les shows de lui, il est rentré chez lui tranquillement et autres, elle était intriguée par ça. Il a intrigué dans un monde où ils vivent, où ils ont tout le monde qui se trouve comme des carpettes, il y a un qui ne se comporte pas comme tel. C'est ça que j'expliquais déjà. C'est pour ça que je dis que c'est un gars qui a compris le jutsu que même les hommes qui ont énormément d'argent ne comprennent même pas. Ils sont toujours là, hey, hey, money, hey, fame, hey, ma Mercedes et autres et tout. On les utilise comme des bouffons. Voilà. Et le mec là, c'est pour ça que je dis que le gars là est un jutsu encore incroyable. Ce qui est encore absolument absurde avec lui, c'est comment il a utilisé la Kim Kardashian là dans son propre jeu. Vous savez que les Kim Kardashian, comment ils utilisaient souvent les hommes noirs là pour les exploiter, prendre leur clout et après les jeter après pour passer à l'étape supérieure là. Ce qu'elles font, elles ont tout le temps fait là. Pete Davidson lui a fait ça. Pete Davidson, qui le connaissait vraiment? Personne. Il était seulement connu dans les cercles de SNL et autres et tout là-bas. Les gens ont commencé à connaître vraiment Pete Davidson quand on l'a vu qu'il sortait avec les Ariana Grande et autres et tout. C'est ça qui a fait sa popularité. À la base, les gens ne savaient pas. Sinon, ils seraient comme les gars qui sont SNL là, les gars de Kenan, parce que je vais dire un peu, les comédiens, ce sont pas des sex symboles. Hein. Très rares sont les comédiens qui sont des sex symboles et qui sont les sex appeal. Même si tu peux être un riche comédien, genre, qui fait le truc, tu n'es pas un gars que les femmes te regardent seulement. Il y en a rarement. En France, par exemple, je vois un mec comme Farid ou un mec comme Thomas Sisley. À part ces deux-là, tout le reste ne sont pas des sex symboles. C'est des... On les regarde pas. Aux États-Unis, celui qui a été, je crois, le premier sex symbole de l'histoire des comédiens, et c'est pour ça que son impact jusqu'à aujourd'hui est encore présent, c'est Eddie Murphy. Eddie Murphy est le premier métrosexuel sex symbole. Richard Pryor est considéré comme l'un des plus grands comédiens. Certains disent même le plus grand comédien là. Les Richard Pryor, les George Carlin, les Jerry Lewis. Mais ce ne sont pas des sex symboles comme Eddie Murphy et autres et tout. Eddie Murphy, il était gominé, il était bien truc. Quand tu vois même le film Boomerang, le truc, c'est ça. Et en plus, Eddie Murphy, encore ce qui est truc avec Eddie Murphy, c'est que c'était un musicien. C'est-à-dire, il était Renaissance man. Il est acteur, il fait de la comédie et en plus encore, tu le vois musicien, il multi-instrumentiste, il aime jouer de la guitare, du piano et autres et tout. Donc, c'était quelqu'un de raffiné, quoi. Même s'il faisait rire. C'est ça qui intriguait. C'est pour ça que Eddie Murphy a eu ce statut-là. Il a un statut de sex symbole. C'est très rare. Il n'y en a pas. Dans l'histoire des humoristes de ce pays, même de l'histoire de l'humour, très rares sont des humoristes qui sont sex symboles. Mais Pete Davidson, lui, il tranche par quelque chose. C'est que lui, il est intriguant pour toutes ces personnes-là. Parce que c'est le genre de personne qui dit sûrement tout ce qu'il pense. Qui fait le truc et qui doit être, comme elle a dit, elle a entendu la rumeur sur son truc de BDE. Comme les femmes sont ce qu'elles sont là. Quand vous êtes des bons baisers, les femmes parlent entre elles. C'est pas comme nous, entre nous, là, entre gars, là. Ouais, tu l'as niqué. Ah ouais, ok. Non, elles se décrivent comment ça s'est passé. Les femmes, ça se décrit comment ça s'est passé. Elles font le truc, si tu as été un bon baiser, elle va raconter à sa pote va raconter à une autre pote, sa pote va raconter à une pote. Ah, tu sais que le truc là-bas, et après, c'est comme ça que ta réputation crée. Je le sais par expérience. Donc quand je vois les Pete Davidson, les mecs qui ne comprennent pas, moi je rigole, je dis moi je comprends ce qui se passe. Et le pire encore avec ça, c'est comment il a utilisé justement cette femme-là pour créer le clout, son clout. Il a fait son clout, et regardez le mec arrivé au Met Gala. Au Met Gala. Il est Pete Davidson. Qu'est-ce que Pete Davidson fout au Met Gala? Elle a amené ce gars-là au Met Gala. Et le pire encore avec lui, ce qui est génial avec lui, c'est que c'est lui qui a jeté la Kim Kardashian. C'est pas Kim Kardashian qui est parti, c'est lui qui l'a jeté. Il a eu son truc de Met Gala là, maintenant il arrive à venir au Met Gala sans elle. L'année qui a suivi, tu pouvais la voir même comment elle était irritée quand il venait encore la troller sur cette photo avec Usher là. Elle était fait chier parce que elle voit comment le gars l'a tué à son propre jeu et elle a dit je vais encore venir
prendre une photo là parce que je sais que ça va encore faire la couverture des médias. Donc, j'utilise tes codes que tu fais contre toi. C'est pour ça qu'elle est énervée. Mais ce mec, c'est un génie. Je suis désolé. C'est pas les Didi. Regardez les Didi, les Didi. Alors que voilà les vrais experts là devant nous. Voilà les vrais gars du syndicat qu'il faut dire que non, tu es fort. Vous regardez les Didi, vous voyez les gars sont toujours en train d'acheter. Je sais pas, il a acheté le désir, acheté le truc. Alors que voilà un champion devant nous là. Cyniques sont des génies. C'est un génie. Ouais, les Casanova, ça existe depuis. Ils sont là, dans les milieux mondains, il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est ça leur place. Je vais prendre même un exemple un peu d'un film, là, par exemple, pour développer un peu le sujet. On va développer. Il y a un film, là. Les films que les femmes adorent, là. Ça me fait rire quand les femmes adorent ça, parce que je crois qu'elles n'ont pas eu la grille de, on me dit ça, ah oui, Jean-Jacques, tu vois, tu joues le mal partout, nanani. Mais elles n'ont pas la grille de lecture que j'ai sur ce film-là. The Bridge of Madison County. Sur la rivière de Madison. Tu parles à chacune des femmes qui ont regardé ça, elles vont te dire, oh, c'est le plus gros film romantique de tous les temps, ah là là là, bla 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 bla. Moi, je vois comme le film sur l'un des plus grands personnages de cinéma de syndicat de jutsu de tous les temps, mon frère. Ce mec-là, personnage joué par Clint Eastwood, là, qui s'appelle Robert Kincaid, pour moi, il est au-delà du génie. C'est un mode d'emploi pour les gars, mon frère. Les gens n'ont pas pigé ce film-là comme moi, je l'ai regardé, mon frère. Surtout quand tu connais aussi l'histoire du gars qui a écrit le bouquin, là, il s'appelle quoi? Robert James Waller. C'était un womanizer et tout, là. Tu regardes bien son histoire de vie, tu dis, ah, il a écrit ses histoires de womanizer, en fait. C'est Casanova qui nous raconte son histoire, à vous manipulant que c'est une histoire romantique, en fait. Le mec, bon, mais regardez le personnage de Robert Kincaid, ce qu'il fait. Le mec, il vient, c'est cette femme-là, il rencontre cette femme-là, il arrive pendant une semaine, à la niquer pendant une semaine, a été nourri, logé, comme je crois que dans l'histoire de film, si je me souviens bien, le personnage de Mary Stripnia, son mari est parti dans une randonnée avec sa fille ou ses enfants. Elle est seule tout bas. Et elle, comment dire, elle reste pendant une semaine. Elle avait fait loger cet homme, nourrir cet homme. Pendant une semaine, il baise. Et le mec arrive à partir. Le mec arrive à partir après, sans que la femme le déteste, et elle l'aime encore 3 fois plus. En disant que oui, tu étais l'amour de ma vie, en lui faisant croire que non, il était l'amour de ma vie, comme si c'est la seule femme qui a compté. Alors qu'il y a eu sûrement plein de trucs, parce que le personnage, c'est un photographe qui voyage un peu partout aux États-Unis, là, avec sa camionnette. Il lui a fait croire que bon, oui, tu as été la seule qui a compté parmi toutes ces femmes-là. Alors que c'est du tout. Mais c'est un génie, ce mec. Je suis désolé, moi, quand je vois un gars fort, je baisse ma tête. C'est les délires à la Francis Wemba que vous voyez souvent, là, pour les gens de la communauté africaine, là. C'est le même type de gars. Qui, pour moi, Francis Wemba est un génie. Celui-là, j'aurais écrit même 6 bouquins sur le mec là. Le mec là, moi, je suis épaté par des gars comme ça. Sincèrement. Sincèrement, le truc de Live TV là, l'interview de Live TV là, où il n'a presque répondu à aucune question, mais il a réussi à subjuguer les 3 autres. C'est le son. Franchement, moi j'étais assis, je prenais mon calepin, je notais seulement pour dire que non. Mec, t'es chapeau. Les gens de la communauté française ne vont pas comprendre. Les blancs, ils vont rien comprendre. Mais les gens qui sont dans la communauté africaine et qui sont dans la communauté Abidjan, Cameroun, Congo, là, vous savez de quoi je parle avec le gars, là. Ce mec-là est un génie. C'est ça, ces gars. Moi, je suis impressionné plus par des mecs comme ça. C'est des mecs comme ça qui m'impressionnent. C'est pas vos gars, là, qui voient avec les gros chevaux. Ouais, je suis pas impressionné par eux. Parce que je sais pourquoi vous faites ça. Vous comblez ça parce que vous n'avez pas grand chose à montrer. Alors que,
Si vous avez le jutsu, voilà quoi. Non mais sérieux, les gens qui me, quand je vois des femmes, je dis souvent ça à des hommes, hein. Quand vous regardez sur la rivière c'est quoi, c'est sur la rivière de Madison, ou bien sur le pont de Madison, c'est sur le pont de Madison, je crois, c'est ça? Bridge of Madison County. Chaque fois que vous voyez une femme qui adore ce film-là, posez-vous des questions. Même si c'est votre copine qui vous dit, non, mais j'ai aimé ce film, alors que c'est l'histoire d'une femme qui commet un adultère pendant une semaine et que personne ne connaît l'adultère jusqu'à sa mort. Vous vous posez jamais des questions quand vos copines vous disent, ah, j'adore sur la route de Madison. Parce que les mecs, ils ne se posent pas ces questions. Les mecs sont tellement basiques qu'ils ne se posent jamais ces questions. Vous vous posez pas des questions quand les femmes là vous disent ça. Ce que ça signifie vraiment. Quand vos copines vous disent ça. Ah ouais, c'est beau ce qu'ils vivent. Les mots codés comme ça. Elles vous disent, ok. Non, c'est ça. Donc, c'est des personnages, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça que je voulais raconter un peu sur mes délits de l'industrie. C'était un peu mon biais un peu potin et autres et tout par rapport à des sujets que j'ai l'impression que les gens ne voient pas, ne captent pas, mais je vous dis, ne vous étonnez pas dans 10 ans, 15 ans, quand elle va sortir un livre sur sa vie ou quelque chose ou à la fin de sa vie, elle va te raconter ses toy boys, ces trucs. Vous serez choqués, vous allez dire, oh, mais comment? C'était déjà exposé. Nous, on était là, comme des bouffons, en train juste de regarder sans comprendre ce qui se passait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.